On va parler de dette, finances publiques, banque centrale, puisque c'est aujourd'hui jour de réunion BCE. Pas de baisse des taux à attendre de notre côté, rien à voir avec les États-Unis. Nicolas Gautzmann, bonjour. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Vous avez écrit dans Les Échos que les racines économiques de l'instabilité politique française sont plantées à Francfort. Est-ce que ça veut dire que la BCE est directement responsable de l'état de nos finances publiques ? Je le pense très clairement. En fait, si je regarde la situation, enfin même historiquement, mais on va dire sur la période récente, donc en 2022, nous avons le choc d'inflation dans toute la zone euro et on a un relèvement de taux très conséquent à partir de juillet 2022 de la part de la Banque centrale européenne. On est passé avec des taux qui étaient à moins 0,5% à ce moment-là et on est monté jusqu'en septembre 2023 à 4%. Donc avec l'inflation en ligne de mire. Avec l'inflation en ligne de mire et avec un objectif qui était clairement annoncé par la Banque centrale européenne, qui était de freiner la demande domestique européenne. Le premier constat, c'est que l'inflation qu'on a eue en zone euro n'était pas causée par la demande domestique européenne, mais par le choc énergétique. Donc là, c'était déjà un premier problème. Ensuite, quand on regarde la situation plus particulière de la France, on voit que la France, depuis 2019, est le pays qui a eu le moins d'inflation au sein de la zone euro. C'est-à-dire que le relèvement de taux qui était orchestré par la BCE allait impacter plus fortement la France, qui avait une inflation finalement plus faible. Ce qu'on constate ensuite sur les chiffres économiques français, c'est-à-dire que depuis le premier relèvement de taux de la part de la BCE, on a une économie qui stagne totalement. C'est-à-dire que si je prends les agrégats au sein du PIB qui sont les plus importants et qui mesurent ce que peut faire la Banque centrale européenne, c'est-à-dire la demande domestique, c'est-à-dire la somme de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises, on a une stagnation parfaite. On est à 0,06% de progression sur 3 années. Et ça, en fait, c'est exactement le résultat de ce que fait la Banque centrale européenne aujourd'hui. On peut dire effectivement qu'elle a été trop restrictive, et c'est encore plus le cas aujourd'hui pour la France. On voit qu'on a une inflation en France qui est à 0,8%, c'est-à-dire bien en dessous de 2%, et la BCE continue d'être trop restrictive aujourd'hui. Vous me dites, du coup, on n'est pas complètement responsable de notre situation financière, mais si on a eu aussi peu d'inflation, c'est quand même qu'on a envoyé du quoi qu'il en coûte pour amortir le choc. C'est pas juste qu'on était moins concernés, c'est qu'on a lutté quand même contre l'inflation. C'est-à-dire qu'on a été peut-être le bon élève et on est aujourd'hui quasiment puni pour ça. Et en fait, ce qui, je pense, est intéressant pour les finances publiques françaises, c'est que la Banque centrale européenne, en agissant ainsi, va toucher les finances publiques françaises à travers de 2 canaux, c'est-à-dire les recettes fiscales. Si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de recettes fiscales. Donc déjà là, vous êtes complètement pénalisé, et en plus, vous avez des taux qui sont très élevés, qui pèsent lourdement sur les dépenses, avec une hausse des intérêts de la dette qui sont payés par l'État français. Donc vous êtes touché aussi bien du côté des recettes que du côté des dépenses. Et dans cette situation-là, et quand je regarde aujourd'hui, je pense que l'agrégat qui est le plus important, c'est-à-dire la croissance domestique en nominal, c'est-à-dire en intégrant l'inflation, en fait, on est à 1% en France, c'est-à-dire un niveau qui est quasiment proche de zéro. Vous n'avez aucune recette, et avec des taux qui sont aujourd'hui des taux 10 ans qui sont à 3,5%. Vous avez des taux d'intérêt qui sont supérieurs aux taux de croissance. Mais donc on n'a aucune chance en fait. Ce que vous dites, c'est qu'on n'a aucune chance de revenir dans le vert. Tant qu'on n'a pas de croissance. Tant que vous n'avez pas de croissance, c'est-à-dire que tant que la Banque centrale européenne est aussi restrictive, vous ne pouvez pas redresser les comptes publics. Et là, elle n'est plus, la Banque centrale européenne restrictive. Si vous dites quand même ça aujourd'hui. Alors, mais justement, ce qui est intéressant aujourd'hui et ce qui a été fait par la BCE depuis 1 an, c'est-à-dire qu'on avait des taux il y a 1 an qui étaient à 4%, on est passé à 2%. Donc oui, facialement, on a une réduction très importante des taux d'intérêt. Mais en fait, quand je regarde ce qui est fait, c'est qu'on a une réduction de la taille du bilan qui est orchestrée par la Banque centrale européenne depuis quelques temps et qui s'est accélérée considérablement depuis le début de l'année. Si je fais une comparaison aujourd'hui avec les États-Unis, depuis le mois d'avril, les États-Unis produisent la même politique, et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un portefeuille de dette d'obligations américaines qui est très important. C'est le bilan, quoi. C'est le bilan des banques centrales. Et ils laissent arriver la dette à échéance. Et alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils réduisent de 5 milliards par mois ce bilan-là. Donc, ils ont, depuis le mois d'avril, 425 milliards de dettes qui sont arrivées à échéance. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réinvesti 405 milliards sur les derniers mois. Nous, on ne fait pas ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tout arriver à échéance, c'est-à-dire que le portefeuille de la Banque centrale européenne, au même moment, lui, s'est contracté de 175 milliards et il s'est contracté de 300 milliards depuis le début de l'année. C'est-à-dire que toute cette dette-là, en fait, met une pression très forte sur les taux d'intérêt à long terme, ce qui compte vraiment pour l'économie. Donc, facialement, ce que fait la BCE, c'est de baisser les taux courts, mais en fait, ce qui compte pour l'économie, c'est les taux longs. Et là, par contre, ils ont une action qui fait monter les taux de façon assez forte. Et donc, le paradoxe, si je regarde notamment, c'est Goldman Sachs publie un indice des conditions financières. Pour la zone euro et pour les États-Unis, ce qu'on constate, c'est que pour la zone euro, ça progresse depuis le début de l'année, c'est-à-dire que c'est plus tendu que ce que ça n'était au début de l'année.
alors que pour les États-Unis, ça baisse assez fortement. Mais alors, Nicolas Gosselin, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait, si je vous suis bien, continuer à faire augmenter le bilan. Je croyais qu'avoir un bilan, ça pouvait être problématique pour une banque centrale européenne, mais donc elle devrait continuer à racheter des obligations d'État pour faire pression sur les taux et permettre aux pays de la zone euro, et nous en particulier, de se financer moins cher. Elle pourrait au moins arrêter de faire une réduction qui soit aussi violente que celle-ci. Encore une fois, si je regarde par rapport au PIB, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est 16 fois plus rapide qu'aux États-Unis. Je ne crois pas que l'économie européenne soit au même niveau que ce qu'on peut constater aux États-Unis. Tout à l'heure, je parlais de la croissance domestique française en nominal. Pour la France, on est à 1%. Donc en France, aux États-Unis, on est plutôt à 4,5%, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Banque centrale européenne est plus restrictive avec nos économies en Europe que la Fed ne l'est avec l'économie américaine, malgré des taux plus élevés. Jérôme Powell, Donald Trump l'appelle Monsieur trop tard, là c'est Madame trop loin, si je comprends bien dans votre démarche. Je ne veux pas du tout accuser Christine Lagarde, c'est une décision qui est collégiale entre les membres de la BCE. Je pense qu'il y a un camp hawk qui est en place, qui est verrouillé, on va dire. Alors le camp hawk, c'est ceux qui sont restrictifs, quoi, qui ont une vision, c'est les faucons. Qui est dirigé par la membre du directoire qui s'appelle Isabelle Schnabel, ou alors le patron de la Bundesbank, Joachim Nagel, et qui arrive à bloquer clairement ça, et en fait qui ont clairement soldé l'héritage de Mario Draghi pendant cette période-là. Et il y a eu un retournement de la position de la BCE à partir du moment où Joachim Nagel est arrivé au sein de la BCE, c'est-à-dire à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, où les choses ont clairement changé. Mais c'est-à-dire que pour vous, alors qu'on passe notre temps à dire il faut mettre en place le rapport Draghi, en fait on fait le contraire, même au sein de la BCE, on fait de l'anti-Mario Draghi. C'est clairement mon sentiment, c'est qu'effectivement, on a pas mal de membres de la Banque centrale européenne qui n'arrivent pas de souligner l'importance du rapport Draghi, alors qu'ils sont en train d'en solder l'héritage au sein de la BCE elle-même. Et ce qui est d'ailleurs frappant, je pense, dans ce que dit Mario Draghi, c'est quand quasiment dans le prologue de son rapport, il indique que le gros problème en Europe, c'est donc un problème de productivité qui est la conséquence d'une demande domestique trop faible. Or, la demande domestique est clairement du ressort de la Banque centrale européenne. Est-ce qu'il faut changer le mandat ? Est-ce que c'est un problème de contour de mandat de la BCE ? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller... c'est uniquement un problème de vision. Je pense que c'est un problème de vision. Mario Draghi a très bien réussi, lorsqu'il était président de la BCE, à modifier les choses et à imposer sans doute un peu par la force une position un peu différente. On voit que les choses ont changé aujourd'hui. On aurait peut-être besoin justement d'avoir un retournement et de retourner à ce qu'on avait connu pendant cette période. Mais c'est-à-dire qu'il allait plus dans le sens des États, en fait, Mario Draghi. Parce que quand il a dit « whatever it takes », c'est quand même de la politique. Il aide les États à aller mieux. On peut dire que c'est de la politique, mais quand on regarde le différentiel de croissance qui peut exister entre les États-Unis et l'Europe, c'est pas qu'une question de mandat. On a pu voir que pendant la période où Mario Draghi effectivement a commencé son plan de QE, on a commencé à voir une croissance réaccélérée en Europe de façon assez significative, et c'est la période un peu bénie sur les dernières années, c'est-à-dire entre 2015 et 2019, qui était bien meilleure pour la zone euro. Le plan de QE, c'est les injections de liquidités. Exactement. Il est encore un peu tôt pour parler de QE.